souhaitais pouvoir introduire la soirée de ce soir en vous souhaitant bien sûr à toutes et à tous la bienvenue. Souhaiter la bienvenue à notre sénatrice Cécile Cukierman, qui est également conseillère régionale, qui est bien sûr porte-parole de Fabien Roussel et membre actif du comité de soutien, du comité de campagne. Vous permettrez de saluer des collègues représentants syndicaux CGT de Thales, Becton Dickinson et du centre hospitalier et universitaire de Grenoble-Alpes, le CHUGA, l'hôpital, pour aller vite. Moi, je tiens vraiment déjà à saluer la campagne telle qu'elle est en train de se dérouler, une campagne qui est vraiment sous le signe de la résistance. Ça fait du bien, ça faisait longtemps qu'on ne menait pas des campagnes qui portaient sur des sujets de société aussi cruciaux, des sujets bien sûr en lien avec la société, en lien avec l'organisation du pays et l'organisation économique. Il a été décidé par Fabien Roussel, et je tiens vraiment à lui rendre hommage, de mettre, quand je parlais de résistance, de parler de la France des jours heureux, qui fait bien sûr référence au programme du Conseil national de la résistance. Donc un programme, moi je l'ai parcouru cette semaine, son programme, plus de 70 pages. Donc un programme qui est bien sûr fortement inspiré du programme du Conseil national de la résistance. Et vraiment, on peut lire dans chacun des chapitres et chacune des propositions des choses qui sont vraiment très en phase avec, qui sont d'actualité d'une part, et qui font le lien avec le programme du Conseil national de la résistance. Et c'est pas par hasard si à Saint-Martin-d'Air, alors il se trouve qu'on est aujourd'hui dans la salle Fernand Texier, un résistant, maire de Saint-Martin-d'Air. On a bien des noms de rues d'hommes et de femmes qui ont été résistants à Saint-Martin-d'Air et en France. On a une place du Conseil national de la résistance, donc autant dire que cela a du sens, mais ça a du sens parce que c'est vraiment en lien avec les travailleurs, en lien avec tout ce qui peut participer à l'émancipation des travailleurs. On a ce soir j'allais dire, une thématique autour de l'industrie et le lien avec la santé. Et dans les programmes que je citais à l'instant, est bien sûr mis en avant la question de la souveraineté nationale et du contrôle populaire de l'organisation de l'industrie déjà, mais également dans tout ce qui a trait à la sécurité sociale. On peut difficilement aujourd'hui parler d'hôpital sans parler de sécurité sociale, d'une sécurité sociale globale. Et bien sûr, vous savez toutes et tous que le père de la sécurité sociale, c'est Ambroise Croizat. Donc voilà, il y a vraiment une dynamique aujourd'hui qui est portée sur ces aspects-là. Comme je l'indiquais sur le programme de la France des jours heureux, on a été accompagné par bien des camarades, des amis et des personnes qui sont déjà partie prenante et soutien de Fabien Roussel dans la campagne. Il y a bien alors je suis bien sûr parmi les maires communistes qui ont parrainé Fabien Roussel. Il y a également des maires de l'Isère qui ont vraiment souhaité parrainer Fabien Roussel, mais sur la base de son programme. Et vraiment, moi je tiens vraiment à saluer cette dimension collective et tout ce qui participe bien sûr à ce que nous puissions reprendre collectivement et puissions faire en sorte que le peuple reprenne en main les destinées de notre pays. Les politiques libérales, elles ont vraiment fait du mal. Ce gouvernement, ce président de la République sortant avec son gouvernement et cette Assemblée nationale ont porté bien des coups à la souveraineté nationale sur ce qui a trait à l'économie. On pourrait citer bien des aspects, et pour ce qui participe bien sûr à l'industrie et à l'hôpital public, plus de 60 000 lits qui ont disparu ces derniers temps. C'est très grave pour bien sûr la sécurité sociale et la santé des Français. Indiquer tout de même que l'heure est grave, bien sûr que ce qui aujourd'hui attire toutes et tous notre attention, c'est bien sûr la guerre qui est faite par Poutine à l'Ukraine, c'est une chose. Vous me permettrez aussi de dire que bien sûr cette guerre, comme toutes les guerres, les premières victimes, ce sont les peuples, bien sûr le peuple ukrainien.
mais c'est également le peuple russe lui-même, puisqu'il va se couper de bien des choses et en tout cas les temps vont être durs aussi pour eux d'un point de vue économique et social. Ça va être aussi dur pour, je vais parler de la France, hein, les Français, le pouvoir d'achat est déjà mis à mal par l'augmentation des prix du gaz. Les prix du gaz, de manière irrémédiable, vont être amenés à augmenter. Donc c'est des coûts qui vont être portés bien sûr aux travailleurs en plus. Mais je pense que ça va être aussi abordé puisque les sociétés aujourd'hui sont de plus en plus des sociétés hyper capitalistes, hyper financiarisées. Juste à titre d'exemple, j'ai lu l'UMA de la semaine dernière, je crois que c'était jeudi, qui portait sur la financiarisation de l'économie. Juste à titre d'exemple, l'économie des États-Unis. Aujourd'hui, les actifs financiers aux États-Unis sont 2 fois plus importants que la production de richesse industrielle. Donc autant vous dire que voilà, il y a des bulles financières qui sont en train de se faire et qui vont à un moment donné exploser. Et comme on a tous en tête la dernière crise financière de 2009 qui était celle liée sur les subprimes, et aujourd'hui, c'est même pire qu'avant 2009. On a vraiment tous les ingrédients sont là pour que les bulles explosent à un moment ou à un autre. Et comme en 2009, rappelez-vous, la note, c'est vous toutes et vous tous les travailleurs, les salariés qui l'ont payé de manière indirecte, avec plus d'impôts, avec plus de cotisations sociales, avec bien plus de taxes qui ont été imposées par les pouvoirs en place, des pouvoirs, la pensée unique elle est là, la libéralisation de l'économie et de la société tout entière a été posée. Donc voilà, l'heure est grave et difficile, mais je reviens sur le programme qui nous est proposé par notre candidat et par toutes celles et ceux qui sont dans ce comité de campagne. D'autres politiques alternatives sont possibles. Ce programme, je tiens à le dire, il est vraiment applicable, hein, il est même... ne sont pas abordées les questions financières de manière précise, mais quand on parle de réinstaurer un impôt sur la fortune, bien, voilà, et de le doubler, c'est déjà 6 milliards. Donc avec 6 milliards, on arrive à organiser bien des politiques publiques et on arrive les politiques publiques de la santé, avec 6 milliards, on en construit des hôpitaux. Je ne veux pas être plus long, je tiens à souhaiter à vous toutes et à vous tous, bien sûr, de bons échanges, un bon débat, une bonne soirée et surtout une très belle campagne. Je vous remercie. Ce conflit en Ukraine qui mobilise un certain nombre de camarades, puisque un rassemblement est organisé en ce moment même sur Grenoble en soutien aux populations. Le thème de la soirée, pour rappel, c'est les questions d'industrie en lien avec les politiques de santé publique, parce que la santé publique s'est énormément invitée dans le débat, à juste titre, avec la crise du Covid, sur des sujets importants de moyens humains, mais finalement on a moins parlé de toute l'industrie des outils en fait finalement qui sont derrière et des enjeux de maîtrise de la production, ainsi de suite, mais du coup je n'empiète pas sur la table ronde et je passe tout de suite la parole à nos intervenants. Merci. Donc bonjour tout le monde. Alors comme l'a présenté Jérémy, je suis délégué syndical à Becton Dickinson, donc qui est un gros groupe de la pharma américain. Pour situer un peu le truc, il y a 70 000 salariés dans le monde. Et son activité, c'est tout ce qui touche le monde médical. Ça va de l'appareil de pointe que l'on trouve dans les salles d'opération, à la pompe à insuline, en passant par les seringues en verre et en plastique. Alors en France, il y a 2000 salariés, principalement à Pont-Clé. Et notre activité, c'est la production de seringues en verre. Et des capuchons en plastique qui vont sur l'aiguille. Et puis les stoppers, c'est le joint de piston. Le joint qui vient sur le piston, qui sert à pousser le produit lorsqu'il y a l'injection. Et puis, c'est un gros site de R&D aussi, de recherche et développement. Les clients de BD, c'est tout Big Pharma, hein, Pfizer, Sanofi, GSK, Moderna. C'est 1 milliard de bénéfices dans le monde. Le groupe fait 1 milliard de bénéfices. Et en France, c'est 104 millions d'euros de bénéfices en 2020. Malgré ces bénéfices, ils font des bénéfices parce qu'ils précarisent l'emploi, entre autres. Il y a eu une grosse précarisation ces dernières années de l'emploi sur le site de Pont-Clé, avec énormément d'intérimaires. Sur 800 salariés en production,
il y avait 280 intérimaires, donc soi-disant pour accroissement temporaire d'activité. Sauf que moi, ça fait 16 ans que je suis à BD, à Becton. Ça fait 16 ans que je vois des postes occupés par des intérimaires en accroissement temporaire d'activité. Voilà. La problématique que ça pose, c'est que les intérimaires, c'est les plus bas salaires, ils restent en bas de l'échelle, il n'y a aucune perspective d'évolution. Il y a un turnover important parce qu'ils ont des contrats de 18 mois, puis une fois qu'ils ont fini leurs 18 mois, ils sont mis dehors et puis ils sont remplacés par d'autres intérimaires. Et ça pose aussi des problématiques pour les salariés du site, puisqu'on doit sans arrêt former des nouvelles personnes, ce qui fait que le process de production il est moins maîtrisé que si c'était des personnes qui sont là avec leur ancienneté, puis leur évolution de carrière, qui acquièrent des qualifications. Chaque fois, il faut former des nouvelles personnes. Et puis, les intérimaires, de par leur situation, ils ne font pas grève. Donc, forcément, pour obtenir des nouveaux droits ou des augmentations de salaire décentes, ça passe par la grève. Et forcément, quand il y a 280 intérimaires qui sont encore là à faire tourner la production, c'est un peu plus compliqué d'organiser le rapport de force à ce niveau-là. Alors, il y a quelques mois, on a fait une action avec la presse et le PCF, devant BD, pour justement dénoncer cette situation de précarisation de l'emploi. Et la presse s'est déplacée, il y a eu des articles dans le Dauphiné, dans le Travailleur Alpin, et qu'on a bien communiqué, en tout cas dans la boîte, auprès des salariés, auprès des intérimaires, qu'il y avait eu cette action, que ça avait parlé de Becton sur la précarisation de l'emploi, et ça a poussé la direction à reconnaître qu'effectivement, oui, nous avons regardé, il y a un peu trop d'intérimaires dans la partie usine. Ils ne l'avaient pas remarqué jusqu'à maintenant. Ça les poussait à les reconnaître en tout cas, et ils se sont engagés à transformer en CDI, alors sur les 280, 93-94, titularisation. Ce qui est une victoire, mine de rien, parce qu'il n'y a jamais, depuis que j'y suis, j'ai rarement connu une vague d'embauche de cette ampleur. Donc on considère ça comme une victoire, même si pour nous, il reste encore trop d'intérimaires. C'est pas non plus, enfin c'est pas... Il y a encore la bataille à mener pour continuer ce combat de titularisation de l'emploi. La santé, puisque c'est le thème du jour, c'est une chose qui est trop importante pour la laisser entre les mains du marché et entre les mains de toutes ces entreprises privées qui font des milliards de bénéfices. C'est un bien commun qui est totalement absurde de laisser être accaparé par des actionnaires ou des cadres dirigeants et qui s'enrichissent en fait sur la santé des gens. Ils s'enrichissent sur la santé des gens, et ils s'enrichissent aussi à travers la sécurité sociale. Parce que quand on est remboursé, quand on rembourse nos actes médicaux, en fait la Sécu rembourse nos actes médicaux, finalement, par cascade, ça leur revient à eux, parce que c'est eux qui fournissent la matière qui nous soigne, les seringues ou d'autres produits. Alors, tout ce qui est en lien avec la santé doit être arraché des mains du marché et par conséquent, elle doit être nationalisée. Et nationalisée, pas dans le sens des nationalisations de 81 où en fait on remplace un actionnaire privé par des hauts fonctionnaires en fait, et qui ne change rien à la situation des salariés dans la boîte puisqu'ils subissent toujours les ordres d'au-dessus, mais des nationalisations en fait qui placeraient sous contrôle démocratique des salariés, des citoyens et de la collectivité qui auraient la charge de ces entreprises, en fait ces groupes quoi. Et il en va en fait de notre souveraineté sanitaire, de notre souveraineté industrielle, parce que comme on a pu le voir à travers l'exemple de Luxfer, qui produisait des bonbonnes à oxygène et qui, pour maximiser ses profits, a délocalisé la production. Et du coup, on s'est retrouvé en pleine crise sanitaire en manque d'oxygène. Et ce serait l'équivalent, en fait, pour n'importe quelle entreprise de la pharma, ou n'importe quelle entreprise tout court. Mais là, voilà, pour la pharma, en tout cas, si demain Becton décide qu'il faut faire sa production ailleurs qu'à Pont-Clé, et
et puis réapporter les seringues venant du bout du monde, il le ferait s'il se rend compte qu'il accroissera ses profits à travers ça. Du coup, voilà, là, enfin, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de souveraineté industrielle, il convient en tout cas d'arracher des mains du marché ces types d'entreprises. Donc c'est étrange, c'est Thales qui vient parler de la santé et pas de l'armement. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc en fait, je vais vous parler d'un projet qui est né il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en 2012, Thales, donc grand électronicien de l'armement, décide de séparer de ses dernières usines de fabrication de détecteurs de radiologie pour la santé et pour se recentrer sur l'armement. Donc une lutte s'engage d'ailleurs soutenue fortement par PCF et en particulier représentée par la sénatrice de l'Isère de l'époque, Annie David, qui nous a bien soutenus. Une lutte s'engage et nous gagnons donc le maintien de ces activités dans Thales avec pour l'enjeu le maintien des emplois et des savoir-faire sur le site. Néanmoins, dès la fin de cette lutte, on se pose la question de comment on va réaffirmer, pérenniser ces savoir-faire, sachant que donc on est une petite entité, même si on est la seule usine d'Europe à fabriquer ce genre de matériel médical, une petite entité dans un grand électronicien de défense. On décide donc de construire et de porter un projet de changement de la stratégie de l'entreprise de façon à développer une filière du médical dans le groupe Thales. Alors, pour deux raisons. La première, c'est la pérennisation de l'emploi. La deuxième, c'est que nous revendiquons et nous soutenons la dualité des technologies. Et donc, aujourd'hui, il faut le savoir, le système de défense, il est financé par l'exportation des armes, et en particulier, et du coup, comme on a vraiment besoin d'exporter les armes pour financer la technologie de défense, il se trouve qu'on se retrouve à vendre des armes à des pays comme l'Arabie Saoudite, qui s'en sert aux humaines, ou des choses comme ça. Donc, nous, ce qu'on soutient, c'est que, en fait, le financement d'outils de défense qui est nécessaire, je ne dis pas l'outil de l'armée, je dis bien la défense, le financement de l'outil de défense, on pense qu'on peut le financer aussi en activant la dualité civile-militaire, c'est-à-dire que les technologies développées pour le civil peuvent servir pour la défense, et inversement. Je vous donnerai quelques exemples après, mais voilà. Donc, dans cette optique, on construit ce projet très rapidement. On se rend compte en fait que l'enjeu est beaucoup plus large que Thales. On se rend compte qu'il n'y a plus du tout d'industrie de l'imagerie médicale en France. Et au-delà de ça, de ce qu'on va appeler le dispositif médical technologique. Donc en gros, le dispositif médical qui va générer de la donnée de santé qui va servir au diagnostic ou aux soins. Et ça, pour nous, c'est un problème, puisqu'il y a donc un enjeu de souveraineté, qu'on avait pu voir d'ailleurs pendant la crise Covid. Et puis, il y a aussi un enjeu pour les soignants. C'est-à-dire que les soignants et le système de soins. Les soignants, on pourrait penser que la technologie est neutre et que finalement, c'est une commodité, quelque chose qu'on peut acheter sur l'étagère et finalement, on s'en fout si elle est produite en Chine, aux États-Unis, en Allemagne ou en France. La problématique, c'est qu'un soignant français, il n'a pas la même pratique qu'un soignant chinois ou américain. Et donc, si on prend des technologies sur étagère qui sont développées par ailleurs dans un but lucratif, c'est-à-dire qu'on ne va pas développer la technologie dont le soignant a besoin, mais celle qui va leur apporter le plus d'argent, ça va obliger le soignant à changer sa pratique. Typiquement, pendant la crise, il manquait de testeurs PCR. Les labos de biologie avaient une pratique pour réaliser ce genre de test. L'État a, plutôt que de financer des PME qui avaient des prototypes sur étagère, a préféré acheter des grands robots chinois. Quand ils sont arrivés dans les labos, les biologistes français ne savaient pas s'en servir et ont dû réorganiser tout leur laboratoire pour pouvoir intégrer cette technologie. Donc là, il y a un vrai enjeu, en fait, de maintien, enfin,
En gros, la technologie, si elle est conçue par le soignant avec l'industriel, avec le technologue, elle va répondre à ses besoins, et donc c'est la technologie qui s'adapte à ses besoins, et c'est pas le soignant qui s'adapte à la technologie. Deuxième enjeu sur ces histoires de technologie, il y a le besoin du soignant, il y a le besoin du système de soins. Si on évalue, si par exemple il nous manque des médecins, parce qu'on a organisé un numerus clausus depuis quelques années, et qu'on se retrouve avec des déserts médicaux, on va organiser le système de soins de façon à compenser ce manque de médecins en attendant d'en avoir d'autres. Et il serait intéressant, par exemple, de développer des technologies mobiles et plus autonomes, de façon à ce qu'au fin fond de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Creuse, on puisse une infirmière, une aide-soignante, voire un pharmacien, puisse faire une radio sans faire 100 km au patient, radio qui sera primo-analysée par maintenant l'intelligence artificielle, envoyer une manière sécurisée à un spécialiste au CHU qui est à 100-150 km, et qui permettra donc d'avoir du soin au patient. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut organiser le système de soins, c'est juste pour illustrer le fait que, en fait, il est important donc d'avoir une industrie au service du système de soins et des soignants, et que c'est primordial à la fois pour notre souveraineté et pour la qualité des soins. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc après analyse avec les économistes, les médecins, les chercheurs, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une recherche académique extrêmement performante en France qui produisait beaucoup de PME. Le problème, c'est que ces PME n'arrivaient jamais à avoir une taille critique qui leur suffisait à s'installer sur le marché et à pouvoir fournir donc, la technologie dont les soignants ont besoin. Et donc, il manque un maillon qui est le maillon de l'industrialisation. Donc concrètement, le projet, c'est de créer on va appeler ça une plateforme, dans laquelle il y aura une mise en contact à la fois des chercheurs, de ceux qui organisent le système de soins, pour définir le besoin, des industriels, et je reviendrai sur les industriels, il y en aura deux types, et puis des labos de recherche, donc qu'ils soient CNRS, CEA ou CHU. Évidemment, des utilisateurs finaux du type médecin, chercheurs médicaux. Les industriels, il y en aurait deux sortes. Il y a les industriels qui vont être intéressés par la plateforme, c'est-à-dire ceux qui fabriquent du dispositif médical ou du logiciel de données de santé, qui vont avoir besoin des services de cette plateforme pour passer l'industrialisation. Et puis la deuxième sorte, c'est tout le tissu de sous-traitants, puisque comme on veut recréer une filière du composant au système de système, donc le composant, ça peut être le composant mécanique, une petite tôle, un bout de plastique, ou ça peut être un composant électronique, une carte électronique. Donc adossé à cette plateforme, il y aura toutes les PME qui auront du savoir-faire en mécanique, en électronique, etc., qui ne travaillent pas aujourd'hui sur la filière médicale, mais qui ont des savoir-faire qu'on pourra utiliser pour développer au bon prix et pour répondre aux bons besoins, fabriquer des dispositifs médicaux. Donc cette plateforme-là, l'idée, c'est de la faire sous forme de SIC, donc une forme d'entreprise coopérative. Coopérative. Pour trois raisons. La première, c'est que c'est un but non lucratif. Donc quand on veut faire collaborer beaucoup de personnes qui viennent de plein d'endroits différents et qui font de l'innovation, ça détend un peu tout le monde d'être un but non lucratif, ça évite les dérives de financiarisation. La deuxième, c'est que ça permet d'avoir au capital à la fois des acteurs publics, des collectivités territoriales, des salariés et des acteurs privés. Et la troisième, et qui est concomitante à la deuxième et qui est importante, c'est que cette structure-là, c'est pas celui qui apporte le plus d'argent qui gouverne. Et donc,
on a la possibilité d'inventer une gouvernance qui permettra à la fois aux citoyens, à travers leur collectivité territoriale, qui serait montée au capital de la SIC, ou à travers l'État, de contrôler l'objectif réel et l'objectif dans le temps de cette plateforme, de façon à éviter qu'elle soit accaparée et financiarisée par un grand groupe qui viendrait s'installer autour de cette plateforme. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, hein, c'est de recréer à partir de cette plateforme vraiment la filière industrielle au service des besoins, du composant, comme je vous ai expliqué, au système de système, c'est-à-dire l'interconnexion de tous les dispositifs qui vont générer de la donnée dans les hôpitaux. Ça va de l'outil d'imagerie à l'infirmière qui va rentrer une donnée patient dans un logiciel, etc. Et l'interconnexion des hôpitaux entre eux, l'anonymisation et la sécurisation de ces données qui sont extrêmement sensibles, de façon à ce qu'elles puissent être accessibles aux chercheurs pour faire progresser la recherche médicale, et en même temps que les données de santé soient parfaitement sécurisées, et ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui pour la sécurité du patient et pour la donnée. Bonjour à tous, je suis Sarah Fernandez, déléguée syndicale à la CGT du CHU de Grenoble et infirmière de profession des métiers et des cœurs. Et alors, désolée si mon intervention n'est pas si performante que celle de mon collègue, j'ai pas eu très le temps de parler. Et quand on parle d'industrialisation dans les santé, politique de santé, dans les systèmes de santé, c'est vrai que les professionnels de terrain ont toujours du mal à voir vraiment jusqu'à où ça arrive. Mais quand on réfléchit bien et quand on écoute voilà, mes collègues ici présents, on voit que ça va vraiment très loin. On travaille avec tout matériel qui a été fabriqué, on ne sait pas où, mais on voit la qualité qu'on a de nos matériaux qui ne sont pas forcément à la hauteur de nos besoins. Et la qualité quand on est en train de faire, je sais pas, un pansement et que la pince qu'on utilise se casse au milieu du pansement, et c'est déjà un risque pour les patients, mais c'est aussi une perte de temps pour nous et très importante. Quand on voit que de plus en plus on utilise des machines, quel que soit, que ce soit les pousseringues, que ce soit les ordinateurs, que ce soit la radio, de l'imagerie, faire nos soins et faire fonctionner l'hôpital, on peut arriver à se demander quelle est la qualité qu'on exige à ces produits. Et c'est vrai que le système de santé tel qu'il est conçu avec les financements qu'il y a, cherche toujours à trouver les moins chers. Voilà. Donc avec les moins chers, on a une moindre qualité, une qualité beaucoup moins importante, qui met en péril finalement le travail que chaque professionnel très compétent réalise dans le quotidien, et qui met en péril la qualité des soins et le bien-être du patient. Quand on voit que la téléconsultation se développe de plus en plus, surtout depuis la période du Covid, on a pu voir que les consultations avec les médecins généralistes se faisaient par téléphone. Les consultations à l'hôpital, pareil, ça se faisait par téléphone, par vidéo-appel. Donc tout ce système logistique, informatique, qui finalement c'est aussi de l'industrialisation, on se demande si on n'est pas vraiment en train d'industrialiser complètement les systèmes de santé, et jusqu'à quel point on laisse la place à l'humain aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut se poser la question et vraiment remettre l'humain dans le cœur de ce système de santé qui reste très important pour le système français, et la politique en général doit être une priorité, chose que ce n'est pas le cas. Et on voit que ça sort dans les médias, tous les problèmes des personnels qu'on a dans les hôpitaux, dans les cliniques, un petit peu partout. Mais il n'y en a pas que les salaires en fait qui fait partie des causes de départ des agents dans les centres hospitaliers. Je parlais ce matin avec une de mes collègues, infirmière, qui hier matin elle a dû travailler sans tensiomètre, sans saturomètre, sans thermomètre.
toute la matinée, il n'y en avait pas. Donc comment on peut faire un travail de qualité si on n'a pas le matériel de qualité qui va avec? C'est ça la difficulté. Donc réindustrialiser l'industrie liée au système de santé en France, ça peut faire que sûrement des économies sur le long terme, peut-être pas à court terme, mais c'est le long terme en fait qui vraiment doit compter. On l'a vu pendant la période Covid aussi, les manques des masques, les manques de tout matériel en fait qui était d'isolement dans les hôpitaux, en fait il n'y avait pas que les masques, hein. Vraiment il y avait les tabliers, on était en manque, on avait des protections, des surplus, on n'en avait plus, et combien de photos qui ont été prises des soignants avec des sacs poubelles pour essayer de se protéger. C'est vrai que c'était tout le début de la crise et qu'on ne savait pas vraiment l'ampleur de cette pandémie et qu'on ne savait pas trop les risques qu'on encourait. Mais se retrouver dans ces situations-là, c'est quand même pas facile. Quand la pharmacie de l'hôpital a dû fabriquer notre propre gel hydroalcoolique parce qu'on ne le trouvait pas ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas en fait, et parce que ça venait pas tous les produits, la plupart des produits sont fabriqués en Chine, comme on parlait tout à l'heure, et vu que le contexte était très compliqué au niveau de l'achat en fait, des produits extérieurs, ça faisait qu'on était en rupture de stock et on se retrouve en fait souvent en rupture de stock à l'hôpital. C'est souvent qu'on fait des commandes de produits pour lesquels on se retrouve en rupture de stock. Donc c'est un sujet qui est très vaste, très large et comme disait mon collègue Franck Ferrand, et par exemple la CGT du CHU est en train de travailler avec eux par rapport à l'imagerie et voir faire des liens surtout avec la direction de notre hôpital, voir comment on peut travailler ensemble sur ça. C'est un travail qui est de grande ampleur et qui doit être travaillé par plusieurs, mais surtout que le système de santé et tout ce qui va avec, parce que c'est vraiment très large, doit être vraiment la priorité et de tout Français et de tout politique aussi. Finalement, on est soumis aux priorisations des personnes politiques de notre pays. Et il faut que les systèmes de santé ainsi que l'éducation, en fait, les systèmes publics qui vont en faveur et à l'aide des citoyens soient vraiment la priorité, voire les faire évoluer, et que ça va être un gain en fait sur le long terme. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que l'inspiration de nos politiques publiques et de nos programmes publics devrait toujours, et pour tous les gouvernements, et pour nous c'est le cas, s'inspirer de ceux qui font, de ceux qui travaillent, de ceux qui sont au quotidien à faire ces gestes médicaux. Alors j'aime pas le mot, mais je l'utilise volontairement parce qu'on va en parler. Ceux qui font savent, et il faut que le gouvernement le comprenne, et c'est un peu le sens du programme de Fabien Roussel également. Moi, pendant cette campagne, j'ai pas arrêté d'entendre, dans les 2 ans qui viennent de passer, et il faut tirer conséquence des crises, des erreurs, des fautes, parfois c'était des fautes et pas simplement des erreurs, voire des absurdités qui ont été révélées par cette crise sanitaire, les absurdités du gouvernement, comme les absurdités de la loi du marché. Je cite quelques exemples où on nous dit que c'est pas possible. Avec Jérémy Giono, on n'arrête pas de faire le tour d'un certain nombre d'acteurs locaux dans le territoire de la 2e circonscription, qui nous disent que c'était pas possible, et pourtant on l'a fait. Je crois qu'il y a une citation célèbre qui évoque ça. Je cite un petit exemple. Le prix du gel hydroalcoolique. On nous a toujours dit que c'était impossible de fixer un prix, parce que c'est le marché qui fixe un prix. Sauf qu'en période de crise sanitaire, quelques semaines après le début de la crise sanitaire, le gouvernement a montré en à peu près un décret qu'il était possible de fixer un prix maximum du gel hydroalcoolique. Et quand on voit les entreprises qui fabriquent des instruments, des outils, des matériaux essentiels aux soins, le soin et le matériel pour les soignants doit être régulé, mais mieux que régulé, doit être fixé pour que le marché, comme vous l'avez dit, ne puisse pas faire varier et puis taper dans les caisses de la sécurité sociale de manière inutile. On sait tous, on a tous entendu parler de ces médicaments
contre le cancer qui coûtent environ 1 000 € à produire et qui sont facturés à la sécurité sociale 40 000 € le traitement de 2 ans, ce qui est absolument inacceptable. J'ai appris aussi beaucoup en vous rencontrant que le fondateur, l'inventeur de la tarification à l'activité, la T2A, à l'acte, la tarification à l'acte, merci, la T2A, il s'appelle Jean Castex. Et il était directeur général de la santé quand cette absurdité a été inventée. Donc aujourd'hui, mettre dehors Monsieur Castex, c'est mettre dehors l'inventeur de la tarification à l'acte, qui a d'ailleurs été pointé dans le Ségur comme étant donc ce fameux débat autour de la santé, le Ségur a pointé que la T2A était un des problèmes qui empêchait l'accompagnement global des patients et des patientes, mais sans décision derrière pour dire il va falloir remettre en cause ce modèle autour de la tarification à l'acte. J'aime beaucoup, c'est Franck Perrin, c'est ça, qui a abordé la question d'une production, d'une industrialisation essentielle aux soins, et il manque le maillon de l'industrie. Là c'est pareil, on nous dit toujours que c'est pas possible d'empêcher une entreprise de partir pour aller produire ailleurs des choses stratégiques. Mais ça a été possible pour l'énergie pendant des années, et comme vous l'avez dit, dans des nationalisations, et pas dans des États actionnaires. Car que quand l'État est actionnaire, il se comporte comme un actionnaire. Quand l'État est propriétaire, il se comporte comme un propriétaire, ou plutôt propriétaire d'un service au public. Ça, c'est essentiel. Il y a des stocks stratégiques de pétrole, paraît-il, en France. Et puis les barrages, c'est un stock stratégique d'énergie mobilisable à la minute. Eh bien, pourquoi ne pas avoir des stocks stratégiques d'instruments de soins, à commencer par les masques. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir en tête l'exemple de la mère de mes enfants qui travaille dans un hôpital ici, qui n'est pas le CHU, ici à Grenoble en pédopsychiatrie, et qui avait des enfants qui étaient atteints du Covid, et aucune personne dans l'équipe n'avait de masque, et donc elle est partie travailler le matin avec les masques que j'avais mis de côté pour faire mon ponçage à la maison. Et en plus, c'est son médecin traitant qui lui disait comment agir face au Covid, et pas les personnels à l'intérieur de l'hôpital. C'est encore une fois une absurdité. Il y en a d'autres. On a cette porte-parole du gouvernement qui nous dit non, mais les masques, elle sait très bien qu'on n'en a pas des masques, mais les masques, c'est pas la peine de porter un masque. D'ailleurs, c'est très difficile de mettre un masque. D'ailleurs, c'est pour ça que les chirurgiens ont besoin de quelqu'un qui leur attache le masque derrière. C'est quand même la porte-parole du gouvernement qui nous dit ça. Ressortons ces vidéos. Pas la peine de mettre un masque, c'est très difficile à mettre, il faut faire comme ça, etc. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a appris à mettre un masque. Ce soir, comme depuis 2 ans. Et puis c'est pareil sur les réanimateurs. Les réanimateurs, il y a 2 ans, ils nous disaient « Ouh là là, il faut 2 ans pour former un réanimateur ». On est 2 ans après, ils sont où les réanimateurs? On aurait pu en former pour ne pas avoir à mettre en tension le système hospitalier, puisqu'on est 2 ans après. Alors il y a 2 ans, on ne savait pas que ça allait durer 2 ans. On a aussi ce ministre de la Santé, médecin, grenoblois, qui nous dit le port du masque en population générale n'est pas utile. Et qu'il sait pertinemment que c'est par manque de stock stratégique de masques. Par exemple, le masque, ce n'est qu'un des exemples. L'autre exemple aussi, c'est sur la question des instruments qui sont utiles pour votre travail. On est quand même arrivé dans une situation où sur Internet, on voyait des plans d'autofabrication de masques. Je ne peux pas m'empêcher de citer Échirol, où on a fabriqué 5000 masques à la couture dans les centres sociaux pour aller les distribuer aux plus de 65 ans qui n'en avaient pas, parce que les collectivités territoriales à Saint-Martin-Vert, à Échirol et dans d'autres villes ont été au front avec les soignants pour fournir des masques à la population, pour organiser en tout cas le début de cette crise sanitaire. Donc voilà, je crois que dans toute crise, il faut apprendre, et notamment sur les modes de gestion de l'hôpital public. Et puis sur l'industrialisation,
c'est possible aujourd'hui de créer des formes coopératives d'intérêt commun. Je crois que le I et le C, c'est intérêt commun ou intérêt collectif, qui sont stratégiques dans leur mode de gestion. On évite le marché et on évite le but lucratif, entre guillemets, mais aussi dans l'accompagnement des collectivités. Les collectivités, localement, elles peuvent, on a réussi sur l'énergie, on a réussi sur la microélectronique, elles peuvent aujourd'hui soutenir par le foncier, par exemple, par l'attractivité en lien avec les déplacements, la qualité de vie, pour réinstaller des entreprises. On arrive à le faire dans certains domaines. Dans le monde de la santé, il faut, et de l'industrialisation de la santé, il faut pouvoir le faire. Je voulais aussi citer ces respirateurs Décathlon. Vous vous souvenez de ça, là? Ces masques pour aller à la piscine, qui étaient transformés, on aurait dit des tutoriels pour aller faire des jeux dans les FJC. Et c'était ça qu'en Italie et en France, on avait comme respirateur pour gérer la crise sanitaire. Ça montre l'incurie et du gouvernement et des systèmes de gestion qui pompent dans les caisses de la sécurité sociale, qui pompent dans l'argent public au sens large, c'est-à-dire y compris des collectivités, pour des choses qui doivent être gérées de manière stratégique, de manière publique, et plus qu'un État actionnaire, il faut un État stratège, un État qui soit auprès de ses soignants, soignantes, mais aussi auprès des habitants pour les protéger, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus un État qui protège, on a un État qui gère à la petite semaine, et ça, c'est pas acceptable. Je crois que Fabien Roussel, quand même, porte une campagne tout à fait importante, et encore récemment sur les actualités internationales, il a des messages sensés et qui correspondent vraiment aux besoins des habitants et des habitantes de ce pays. Bien évidemment, chacune et chacun. Avant de revenir sur le thème du débat de ce soir, et avant également très certainement de m'en éloigner, mais je m'en excuse par avance, je souhaite bien évidemment dire un mot sur la situation internationale, puisque depuis maintenant un peu plus d'une semaine, inévitablement, nous vivons à l'heure d'une escalade à la guerre qui se fait après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui nous rappelle d'ailleurs, je crois, au quotidien que la guerre n'a pas disparu et qu'elle peut revenir bien plus vite qu'on ne le pense, qu'on ne l'imagine. Qu'elle n'est pas que quelque chose qui se jouerait sur d'autres continents et sur d'autres océans, mais qu'elle met encore ici en Europe en opposition, bien évidemment, des puissances, des États, des oligarques, pour des enjeux qui sont les leurs, mais dont sont systématiquement victimes en tout premier lieu les populations. Nous sommes bientôt à près d'1 million de réfugiés ukrainiens qui ont quitté le pays, ce qui invite d'ailleurs, je crois, au-delà du combat pour la paix, chacune et chacun, je crois, à prendre toute sa place dans les différentes initiatives de solidarité que nous savons faire et qui ont toujours, je crois, animé la famille communiste de par son histoire à travers les décennies. Donc voilà, je voulais en tout cas le dire, il y a, je me disais encore ce soir, de nombreux rassemblements qui se font, il y en aura demain, il y en aura dans le week-end. Je crois, avec la place qui est celle de chacun en tout cas, je ne peux que vous inviter à y prendre toute votre place, parce que même dans ces périodes de guerre, d'abord nous avons besoin de rappeler haut et fort que la paix est un outil précieux pour que les femmes et les hommes puissent vivre bien et que nous puissions parler d'émancipation et de progrès humain. Parce que nous avons besoin de rappeler que la démocratie, et faire vivre la démocratie, est une des armes les plus efficaces pour combattre la guerre et les logiques impérialistes qui en découlent. Et donc, je pense que voilà, sachons prendre toute notre place, les uns, les autres, comme nous pouvons, sachons faire vivre les différentes initiatives de solidarité qui se mettent en place, qui vont se mettre en place dans les jours à venir, pour le peuple ukrainien, bien sûr, mais parce que nous sommes avant tout militantes et militants du Parti communiste français, des pacifistes et ses héritiers
d'un mouvement internationaliste qui prône bien évidemment l'amitié entre les peuples plutôt que l'affrontement entre les puissants. Pour revenir sur le thème du débat de ce soir, et qui est finalement les enjeux d'industrie, de quelle réindustrialisation au service de l'hôpital public, je ferai quelques digressions pour sortir du simple enjeu de l'hôpital public et pour sortir des simples enjeux de l'industrie de la santé, parce que bien évidemment tout ceci s'imbrique. Mais je préfère aussi le dire, je ne suis pas là ce soir pour faire un résumé du programme de la France des jours heureux. Donc ce n'est pas la peine à l'issue du débat de venir me voir en me disant que je n'ai pas parlé de ça. Il y a plein de choses dont je ne vais pas parler. Il y a plein de choses qui mériteraient d'être parlées parce qu'elles sont fondamentales pour que demain, dans notre pays, dans un des pays qui est les plus riches de la planète, chacune, chacun, quelle que soit sa condition sociale et territoriale, puisse vivre au mieux. Mais je vais m'en tenir à l'exercice, en contournant un petit peu quelques règles, mais je ne ferai pas trop de détours. Je crois que sur les enjeux d'industrie, en tout cas, et de santé, d'abord, oui, ça a été dit par les différents intervenants, nous sommes ici, au cœur d'un territoire de l'industrie de la santé sous différentes formes, et donc c'est plutôt pertinent, je pense, que nous posions ici ce débat-là, et l'actualité, la présence des syndicalistes, les témoignages qui ont eu lieu avant, tant des syndicalistes de l'industrie, tant de l'hôpital public, nous donne à voir tout ce qu'il y a à apporter pour demain comme réponse. Et puis, Pierre l'a dit également, nous sortons de près de 2 ans, nous c'était en mars 2020, donc de près de 2 ans, en tout cas de pandémie sanitaire. Je ne sais pas si nous en sortons, en tout cas nous sommes dans le creux d'une vague. Voilà, ça c'est une certitude. Le reste, je laisserai aux épidémiologistes le soin de faire les pronostics qu'ils doivent faire. Et finalement, oui, dans toute crise, nous devons apprendre. Et nous devons en tirer les conséquences. D'abord, on va en faire une, très simplement. C'était il y a 2 ans. On faisait le constat d'un hôpital public qui était en grand désarroi. 2 ans après, rien n'a été fait. On nous expliquait qu'il y a 2 ans, ce qui était vrai, il ne suffisait pas de claquer dans les doigts pour former des aides-soignants, des infirmières et encore moins des médecins, sauf que 2 ans après, il n'y a pas plus d'aides-soignants, il n'y a pas plus d'infirmiers, il n'y a pas plus de places en médecine qui ont été réellement ouvertes. Donc, à un moment donné, sur ce point-là, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'enseignements qui ont été tirés. Mais pour revenir sur l'enjeu industriel, qu'est-ce que l'on découvre avec ce début de l'arrivée du Covid? On découvre un pays qui est désarmé, c'est le cas de le dire, puisque à l'époque le comparatif avec la guerre avait été utilisé, donc restons dans ce vocabulaire, qui est complètement désarmé en termes de matériel de santé, de matériel de protection, tout d'abord pour les soignants, pour celles et ceux qu'on va envoyer en première ligne, donc les soignants, mais aussi un certain nombre de métiers qui vont continuer de s'exercer pendant cette période-là, pour les malades, plus largement pour l'ensemble de la population. Et puis, vient avec cette planète qui progressivement est à l'arrêt et dont on découvre l'interdépendance des différents pays les uns avec les autres, de la difficulté soudaine que, bah oui, parce que pour faire des masques, le textile, ça peut être intéressant, mais comme on a à un moment donné fermé les unes après les autres nos industries, une grande partie de nos industries textiles, qu'on est de plus en plus dépendants, par exemple, de la Chine, et que c'est pas de chance, mais la pandémie commence par là et que donc tout est fermé, se pose progressivement aussi tout l'enjeu de quel outil industriel nous avons dans notre pays. Et ça commence, selon nous, sur des choses assez basiques, j'ai envie de dire, essentielles, indispensables, que peuvent être les masques, les surblouses, et puis progressivement, ça s'élargit à plein d'autres champs. Ça s'élargit, effectivement, comme très rapidement les services de réanimation vont exploser, à la problématique de l'oxygène. Mais ce que
excusez-moi, je veux pas... J'aurais préféré avoir tort, hein, d'ailleurs, quand je dis celles et ceux qui ont porté ces luttes-là auraient préféré avoir tort, mais quelques mois avant, je ne parle même pas d'une année avant, je parle de quelques mois avant, qu'est-ce que l'on disait aux salariés de Luxfer, de cette entreprise située à côté de Clermont-Ferrand, qui produisait justement ces bonbonnes pour l'air liquide si indispensable au service de réanimation. Alors on disait, c'est dommage, la boîte a fermé, votre projet de reprise il est bien, il est intéressant, hein, mais bon, écoutez, on verra plus tard. Donc on prend conscience de ça, et puis on va prendre conscience effectivement de plein d'autres choses. Alors là, je pourrais élargir, mais je ne le ferai pas, je vous rassure toutes et tous. Prends par exemple conscience que quand on est en période de confinement et que les frontières sont fermées, pour manger, c'est bien d'avoir une agriculture de qualité et d'avoir une souveraineté alimentaire. D'ailleurs, quand on est en période de guerre aussi et qu'il y a un pays producteur de blé qui est occupé, on se rend compte aussi quand même que la souveraineté alimentaire, c'est des choses qui sont importantes. Je ferme la parenthèse. Donc oui, inévitablement, cet enjeu de quelle industrie pour le service public de la santé, il est posé. Et puis, en préparant, et puis en échangeant avec les uns, les autres, également ici présents, on découvre que finalement, dans l'ensemble des fournitures hospitalières, eh bien, seulement 20% sont produites en France. Ceci n'explique pas tout, mais ceci explique en partie la situation vécue, pas seulement au mois de mars 2020, mais dans les mois qui vont suivre l'arrivée de la pandémie. Donc, une fois ce constat posé, bien évidemment, quelle réponse l'on peut y amener, et d'ailleurs, quel fil, y compris, nous devons tirer pour aller même au-delà de ces réponses. Tout d'abord, oui, nous avons besoin d'une industrie forte, d'une industrie du XXIe siècle. Donc, je préfère le redire parce que parfois on nous a raillé, y compris les communistes, quand on parlait de relocalisation et de maintien de l'industrie. Avoir une industrie forte, de qualité, qui crée des emplois, ce n'est pas avoir des usines avec une cheminée qui pollue. Je le dis, ça va mieux en le disant. Non, avoir une industrie, c'est effectivement avoir la maîtrise de la transformation des matières premières pour produire et pour satisfaire les besoins des populations. Une industrie en matière de santé, on pourrait aussi revenir sur quand même la partie assez ubuesque des vaccins. Dans le pays de Pasteur, où nous ne sommes plus en capacité effectivement de produire des vaccins, et donc d'une multiplication des acteurs, des achats, d'une concurrence qui fait que progressivement aussi, finalement, tout ce dont on parle, on l'a laissé avec quelques contrôles. Ne balayons pas tout, avec des exigences sanitaires certes, mais on a laissé en tout cas prospérer le marché dans l'organisation de ces différentes industries, dans l'industrie pharmaceutique comme jusqu'à la production du gel hydroalcoolique. On a laissé prospérer, on a laissé s'installer. Au départ, souvenons-nous que tout de même la concurrence et le marché étaient pour mieux satisfaire les besoins. Et puis on découvre qu'on a laissé s'installer et prospérer la concurrence et le marché, et qu'on n'a pas satisfait les besoins parce que soudainement on découvre qu'on a un pays qui certes est une des grandes puissances de la planète, mais qui, face à une pandémie sanitaire, est en manque de tout. Et si je le dis, c'est parce que c'est important. Et que la question aujourd'hui, elle n'est pas de dire, vous voyez, on avait raison, si vous aviez écouté, on ne serait pas là. Parce que de toute façon, ce qui s'est passé hier, c'est passé hier. Et comme on fait de la politique, il faut se projeter sur l'avenir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut s'appuyer sur tout ce qui a été dit, sur cette colère de la population qui est en plein désarroi, pour aujourd'hui construire et apporter des réponses pour, d'abord, sécuriser à chacune et à chacun l'accès à la santé. Parce que c'est aussi cela que ça révèle. C'est comment est-ce que je me soigne, comment est-ce que j'ai accès à un médecin, comment est-ce que je peux faire les différents examens que l'on me recommande, comment j'ai accès à un spécialiste.
Mais à travers cela, comment est-ce que l'on continue de développer des territoires quand il n'y a plus aucune offre de soins? Et donc cela se travaille bien évidemment ensemble. Et cela pose bien évidemment la question des différents emplois, structurations de filières qui vont avec, parce qu'en répondant à ce besoin de souveraineté, eh bien, on développe des richesses, on développe des emplois, on maintient des savoir-faire, et avec des métiers à haute qualification, y compris pour beaucoup, et donc qui nécessitent de la formation et qui nécessitent d'être toujours un temps d'avance sur la formation. Moi, quand on s'est vu ce matin avec Franck pour échanger sur le projet de plateforme de Noiran, je crois qu'il y a, et tu l'as redit ici ce soir, je crois qu'il y a une chose très importante qui m'a parlé, en tout cas, qui est de mettre l'industrie au service des soins et non l'inverse. Là aussi, ça semble assez simple, certainement peut-être banal pour tout un chacun, mais combien de personnels soignants, quand on discute avec eux, dans les différents services, ou même en exercice libéral, expliquent la difficulté à laquelle ils sont confrontés, parce qu'on vient de changer de machine, on vient de changer de protocole, on vient de changer parfois même de petits, de ce qui peut apparaître comme un petit détail, mais qui devient compliqué. En plus, je ne vais pas vous raconter ma vie ici ce soir, mais pour avoir eu un enfant, moi j'ai toujours un enfant, mais asthmatique, il l'est d'ailleurs toujours, mais il est plus grand maintenant, donc mais qui étant petit en tout cas faisait souvent, oui, j'ai été confrontée parfois à des infirmiers de garde qui, non mais excusez-nous, mais là on vient de changer le système, donc ça va prendre un peu plus de temps. Donc effectivement, tout l'enjeu, donc du coup, si on dit on va développer une industrie au service des soins et non l'inverse, on ne recrée pas à travers 2-3 grandes entreprises décidées dans un ministère une filière qui s'impose à tous. On fait l'inverse. Et c'est en ceci que le projet de plateforme, il prend toute sa dimension dans les savoir-faire, je l'ai dit, toute sa dimension dans les emplois, mais aussi toute sa dimension parce qu'il inverse une certaine logique qu'on nous a vendue comme étant une réussite, mais là aussi le ruissellement s'est arrêté à un certain niveau et on en attend encore ne serait-ce que quelques gouttes, qui est de dire l'industrie, elle va se développer en partant des réalités, elle va se développer en partant des besoins et elle va se développer en partant de ce qui se fait déjà sur les territoires. Et à partir de là, on ne va pas se satisfaire. Non, on va être plus ambitieux, on va en développer davantage et de cette situation, on va tirer vers le haut, j'ai envie de dire, toutes les TPE, PME d'un secteur sur un territoire donné. Donc on va tirer vers le haut, bien évidemment, tout le bassin d'emploi et on va travailler sur la formation, sur les savoirs, sur les savoir-faire et leur développement. Donc ça, je pense que c'est important, j'aurais envie de dire c'est même fondamental, vous l'avez dit à plusieurs. En attendant, je ne veux pas ouvrir ici le débat de qui doit être du ressort du marché, qui doit être du ressort du public. Ce qui est sûr, c'est que le tout étatique ne fonctionne pas mieux que le tout du marché, et que finalement, la vraie question, c'est qui s'approprie le travail, quel sens on y donne, et qui sont des contributeurs qui s'approprient les décisions et les projets. Et c'est en ça que je finirai sur ça, quelque peu sortir de la thématique tout en y restant. Parce qu'on en a aussi parlé ce matin, je vous ai cité Luxfer, on a parlé de Thales et du projet de plateforme dans laquelle Thales n'est qu'un contributeur, mais je pourrais vous citer bien évidemment Ferroben et principalement le site qui ferme en Savoie, je pourrais vous en citer plein, donc je ne ferai pas la liste ici tellement elle est longue, rien qu'à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais moi, ce qui me frappe, depuis maintenant quelques années, c'est qu'à chaque fois que je vais dans une entreprise qui menace de fermer, une entreprise où des emplois sont supprimés, quand je rencontre les salariés, ils ont tous des projets.
projet pour développer l'outil industriel, pour le préserver, pour le développer, pour l'amplifier, pour le compléter, pour le diversifier. Bref, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, on peut m'arrêter là, mais il y a des forces de proposition. Et quand on les accompagne, ces forces de proposition, on maintient, on préserve, on développe de l'emploi. Et donc, on permet à des femmes et à des hommes, d'abord de continuer de vivre dignement, là où ils habitent, et de donner du sens au travail. Parce que, on le disait avec la presse à midi, moi, vous savez, on peut faire tous les grands discours qu'on veut sur le travail dans notre pays. Oui, moi, je fais partie de ceux qui disent on a besoin de travailler. Le travail est un élément de sociabilité de chacune et de chacun. Et donc, on doit tout faire pour que chacune et chacun puisse travailler. Mais on a aussi une autre petite question. C'est quel sens on donne au travail? Quel rôle émancipateur on donne au travail? Il peut y avoir des travaux très pénibles qui soient émancipateurs. Vous savez, dans le département de la Loire, quand les gars descendaient au fond de la mine, ils cherchaient le rôle émancipateur. Déjà, il était socialisateur parce qu'il permettait aux gens de se rencontrer. Quand on se rencontre, on peut se dire collectivement que les conditions de travail que l'on a ne sont pas satisfaisantes et que donc en se mobilisant, on va obtenir de la reconnaissance. Donc on va donner un sens à notre travail. Donc oui, on contribue à cela. Quand on est tout seul chez soi, on n'est pas dans cette logique-là. Mais donc, la vraie question, c'est pas de savoir si les aides sociales dans notre pays, elles sont trop importantes ou pas assez importantes. La vraie question, c'est quel sens est-ce que l'on donne au travail? Quelle reconnaissance on donne à celui qui va travailler? Aujourd'hui, nous subissons une crise du pouvoir d'achat qui est terrible. Qui est terrible parce qu'elle touche tout. Elle touche l'énergie, elle touche la mobilité, elle touche l'alimentation, elle touche ce qui fait que chacune et chacun vit. Et on n'en est pas en arrière au moment du début des Gilets jaunes. On est dans des situations bien plus dramatiques. N'importe qui, quand on compare à un an le prix de l'essence, le prix du chauffage, le prix du caddie, aujourd'hui voit que cela a augmenté. Donc pourquoi aller travailler si ça va me coûter de l'argent? Parce que le français, il n'est pas plus bête qu'un autre. Donc oui, lui aussi, il compte. Mais si on estime que c'est indispensable de travailler pour pouvoir faire société ensemble, bien du coup, on inverse la tendance. Et du coup, on met en place, et c'est ce que l'on propose à travers le programme des jours heureux, effectivement, un dialogue, des obligations, et on pose la question des salaires. On pose la question, effectivement, de quel salaire, de quelle redistribution des richesses, de quelle aide publique pour des entreprises qui refusent d'ouvrir des négociations pour augmenter les salaires et pour permettre de redonner du sens au travail et faire en sorte que justement demain, toutes ces questions-là sortent. Et on mène cette bataille-là. On mène cette bataille-là qui, à la fin, de toute façon, est bénéfique pour toutes et pour tous. Et puis, je le disais, donner du sens au travail, c'est écouter ce qu'ont à faire les salariés, ce que proposent les salariés. Parce que je le dis, parfois, bien sûr, il y a, on a entendu des propositions. Des fois, on écoute ça, en plus, quand on n'est pas spécialiste du sujet, alors soit le représentant des salariés, il est convaincant, ou ça vous parle, soit des fois, vous dites, ouais, quand même, peut-être... Mais en tout cas, ça part d'un concret et d'un réel qui est vécu et qui nécessite toujours d'être accompagné, qui nécessite toujours d'être amplifié. Et là, vous voyez, les salariés de Luxfer à Clermont-Ferrand, ils n'ont pas renoncé. Et pourtant, alors la boîte, elle leur a mis tous les bâtons dans les roues qu'il fallait. Ils n'ont pas renoncé, ils se sont constitués en association, ils ont encore moins renoncé, puis ils ont continué d'aller voir, de harceler la métropole de Clermont-Ferrand, de harceler la région, d'interpeller nationalement. Et aujourd'hui, ils sont en capacité de contribuer à la réindustrialisation sur un site voisin, avec un autre, bien évidemment, chef d'entreprise que le précédent, avec l'appui des collectivités territoriales et de l'État, de pouvoir relocaliser cette production dans notre pays. Mais si vous n'aviez pas eu cette force-là des salariés, vous n'auriez pas aujourd'hui ce défi-là, et pour autant,
moi, pendant plusieurs mois de confinement, tout le monde parlait de cet enjeu-là, il fallait. Mais c'est les salariés qui aujourd'hui le perdent. Et si je cite en plus cet exemple, vous me permettrez, je vais être un peu provocatrice, c'est que c'est un exemple qui ne se termine pas par une scope. Donc la question, elle n'est pas, là encore, elle est d'écouter ce que les salariés ont à dire. Vous avez un projet, et là oui, c'est le rôle de la puissance publique. On écoute, on accompagne, et on finance cet accompagnement. Et comme on a écouté, c'est pas on va vous aider, vous allez faire une scope, on va vous aider, vous allez être acheté, on va vous aider, vous allez faire comme ça. Non, c'est on va vous écouter. Le projet, c'est d'arriver là et on va envisager différentes solutions. Et vous allez à un moment donné être des acteurs et des décideurs de la solution finale parce que vous êtes des spécialistes de l'industrie quand vous travaillez dans l'industrie. Voilà, j'ai déjà dû être beaucoup trop longue, donc je vais m'en arrêter là. Et vous me pardonnerez les différentes digressions, mais qui en fait se regroupent toutes, puisque l'objectif est tout de même qu'à la fin, nous puissions donner le plus de voix possible au programme des Jours Heureux incarné par Fabien Roussel le 10 avril prochain. Merci. Donc merci pour ce tour de table et du coup ces témoignages qui venaient éclairer produits dans le pays. On arrive à des choses totalement absurdes. Alors, Sarah expliquait qu'au début de la pandémie, on n'avait ni blouse, ni masque, ni même gel pour la Covid. On a eu un camion comme ça qui s'est fait braquer parce qu'il avait été chercher un don sur la presqu'île, un don de masque. Ça s'est su, des faux policiers ont essayé de le détourner. Pour vous dire dans quel climat on était quand même à ce moment-là. Et ce système il est tellement absurde que pour les fils de suture, Johnson & Johnson, ils font fabriquer des fils dans les Caraïbes. Les aiguilles sont fabriquées en France. C'est assemblé dans un autre pays européen, je ne sais pas lequel, mais après ça part aux États-Unis. Ce qui fait que quand ça revient dans le marché français pour les hôpitaux, eh ben, ça fait 3 fois le tour de la planète. Donc voilà, on est dans un système qui est complètement absurde. Et il y a la question de la réalisation, mais il y a aussi la question des règles du marché public, parce que tant que ce sera le coût qui sera le premier des critères qui pèsera le plus, on sera en difficulté. Là, s'il y avait dans les critères, par exemple, le carbone, eh ben, on n'irait pas faire 3 fois le tour de la planète pour les produits qu'on utilisera. Voilà, c'était juste un témoignage sur l'état dans lequel on est. Alors, on a manqué d'essentiel, mais on a manqué aussi de produits technologiques et on continue à avoir des difficultés d'approvisionnement. Bonsoir, Jean-Claude Lamarche, je suis enseignant en retraite et aussi militant, franchement. Voilà, j'ai bien écouté tout ce qui s'est dit et il y a des choses qui me posent un petit peu problème. Par exemple, on dit la concurrence et le marché, ça a été mis en avant pour, sous l'argument, ce serait mieux satisfaire les besoins. Et on constate que ça n'a pas marché, en fait, ça ne satisfait pas bien les besoins, puisque quand on a besoin justement de masques, alors qu'on n'en a pas, etc. Moi je veux bien que ce soit pour satisfaire les besoins, mais j'aimerais qu'on me précise de qui on veut satisfaire les besoins. Parce que si vous l'avez constaté comme moi, les profits du CAC 40, ils n'ont jamais été aussi bons que pendant la période de pandémie. Donc quelque part, notre Jupiter, il a quand même satisfait les besoins de certaines personnes, pas forcément les besoins des malades, les besoins des salariés, etc. Si je dis ça, c'est parce qu'il me semble qu'à chaque fois qu'on parle comme ça, on doit se demander au profit de qui. Parce que s'il s'agit de savoir que le besoin que nous subissons ne travaille pas au profit des salariés, des gens, des infirmiers, etc. En revanche, ils travaillent bien au profit des
gens qui font des actions dans les grandes entreprises, en particulier celles du CAC 40. Et même quand on revendique de créer des emplois, bien sûr, c'est parce qu'on pense que tout homme, toute femme, tout homme doit pouvoir bénéficier d'un emploi, doit pouvoir travailler, vivre de son travail, et pas d'allocation et de subvention. Mais si on crée des emplois, c'est au profit des gens qui n'ont pas de boulot, mais c'est pas au profit des actionnaires du CAC 40. Ça veut dire qu'ils créent des emplois. Si on crée des emplois, il y aura moins de chômage, si il y a moins de chômage, il y aura moins de pression sur les salaires, si il y a moins de pression sur les salaires, il y aura moins de profit, c'est clair. Donc j'ai dit 2 fois profit avec 2 sens différents, mais en tout cas, créer des emplois, c'est pas au profit des actionnaires du CAC 40. Au contraire, c'est contre eux. Donc voilà, il faut qu'on sache à chaque fois pour qui on, de quel point de vue on parle et pour qui on se bat. Voilà, moi je pense que sur la question de la santé, une chose qui est nécessaire, qui a peut-être trop évoqué dans ce qui a été dit là, c'est la reprise en main de la sécurité sociale. C'est un préalable, il me semble. La sécurité sociale, ça a été créé au départ comme quelque chose qui est fondé sur la cotisation salariale, c'est-à-dire une part du salaire qui est socialisée. Et avec cette part du salaire, on va pouvoir soigner les gens, on va pouvoir leur payer une retraite, etc. Mais comme c'est une part du salaire, ça appartient aux salariés, normalement. D'ailleurs, je sens qu'initialement, c'était comme ça. Je veux dire, c'était les salariés qui géraient. Même, heureusement que la CGT était là pour mettre en place immédiatement les caisses, pour récupérer les cotisations et pour faire que ça fonctionne. Mais à partir du moment où de Gaulle, en Giscard, en Pompidou, etc., on retire la gestion de la sécurité sociale des salariés, qu'on la remplace les cotisations par un impôt, la CSG, etc., eh bien, effectivement, tout échappe à ceux qui sont les premiers concernés. Et la sécurité sociale, ça devient, comme on dit, une dépense, une charge, c'est pas un charge, ça devient un impôt, enfin, ça fait partie des dépenses publiques. Voilà, la sécurité sociale, ça n'a jamais été une dépense publique. La sécurité sociale, c'est une partie du salaire, c'est le salaire c'est le salaire. À chaque fois qu'on diminue, par exemple, les cotisations salariales des entreprises, même si c'est pas dans l'éducation nationale, moi, prof, j'ai mon salaire diminué. On a enlevé une partie du salaire socialisé. Donc voilà, il me semble qu'il faut qu'on reprenne en main la sécurité sociale, enfin, qu'on mette une bataille pour reprendre en main la sécurité sociale. Il me semble que, oui, il me semble que cette représentation avec une gestion par les salariés eux-mêmes, et non pas par une loi de programmation de financement de la sécurité sociale qui est votée chaque année au Parlement. Et puis il faut qu'on prenne aussi le contrôle de l'économie. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est plus vaste et les objectifs sans doute loin. Voilà ce que je voulais dire. Puis je vais dire quand même une chose sur la question de la guerre en Ukraine. Moi, je veux bien que ce soit des enjeux d'oligarques. C'est pas que des enjeux d'oligarques, la guerre en Ukraine. C'est en particulier un enjeu de fourniture d'énergie, de fourniture de gaz, qui concerne tout le monde, qui nous concerne au premier chef. Et c'est, entre autres, la question de savoir si on va remplacer le gaz qui arrive par les tuyaux de Russie par le gaz qui sort du schiste des États-Unis, qui nous serait livré par bateau. C'est ça aussi, la guerre en Ukraine. Donc il faut, c'est pas que des enjeux qui concernent les oligarques, même si je suis entièrement d'accord sur le fait que la Russie d'aujourd'hui, par exemple, c'est sans doute l'État le plus libéral au monde, libéral au sens le moins social. Oui, Christophe Ratin, secrétaire de la CGT du CEA. Franck en a parlé, c'était pour vous dire quelques mots sur la recherche, parce que pour la réindustrialisation, pour que nos entreprises effectivement répondent aux besoins des populations, mais qu'elles restent au goût du jour, pour qu'elles soient viables et prospères, il faut aussi une recherche derrière, et une recherche qui soit suffisamment financée. Le CEA 10 ans en France, dont un particulièrement
en gros le deuxième plus gros de France à Grenoble avec ses 4000 salariés. Ça monte à 6000 bien sûr avec tous les précaires, la sous-traitance, parce qu'on n'échappe pas au modèle libéral, qui a participé grandement à la réindustrialisation, puisqu'il y a eu plein d'essaimages, il y a eu des startups de créer. On a subi aussi là, pendant la pandémie ou juste après, quand on a arrêté d'être confiné, la pénurie de composants électroniques. Une des entreprises qui est locale aujourd'hui, qui vaut plusieurs milliards en bourse, Soitex, c'est une start-up du CEA. Donc ça peut répondre à ces enjeux-là. Ça répond aussi, le CEA répond aussi à notre indépendance énergétique. Et puis bien sûr, pour revenir sur le débat du jour, à la santé. Voilà, on a dans l'agglomération aussi un institut, on a plein de laboratoires mixtes. On a un institut mixte avec le CHU qui s'appelle Clinatech, où ça a été un des premiers organismes à implanter des puces fabriquées, enfin développées, on va dire, sur le site de Grenoble pour traiter la maladie de Parkinson. Récemment, il y a eu un pancréas artificiel aussi d'implanter. Là aussi, c'est une boîte qui a été essaimée parce que dès que ça fait des profits, forcément, ça sort du CEA. Voilà, et ça devient des entreprises cotées en bourse. Mais voilà, donc il y a le CEA aujourd'hui souffre de deux choses. Donc, comme dans beaucoup d'entreprises, le CEA, c'est une entreprise publique à caractère industriel et commercial qui se finance à la fois par des subventions étatiques, mais comme elles ne sont plus suffisantes, vu que l'État ne met plus suffisamment de pourcentage de PIB dans la recherche dans notre pays, on est obligé de se tourner vers les industriels. Et là, bien au contraire de répondre aux besoins et d'aller aider nos PME qui ont bien besoin de se développer et qui font vivre énormément de nos concitoyens, on se retrouve à bosser avec des GAFAM, avec des entreprises dont le seul but c'est les profits et les bénéfices des actionnaires. Donc ça pose vraiment un gros problème. On souffre aussi individuellement de reconnaissance, comme dans beaucoup d'endroits. Donc il y a deux problèmes financiers. Là on est toujours en lutte dans tous les centres de France. Ça fait 2 ans que les salariés réclament des augmentations de salaire. Parce que comme dans la fonction publique, le point d'indice est gelé depuis 13 ans maintenant. C'est 30% de perte de pouvoir d'achat depuis les années 80, avec un point d'indice qui ne suit pas l'inflation. Ça n'aboutit pas, ça n'a toutes les portes. Bien sûr, on a été reçu au niveau national, dans des ministères, ça ne bouge toujours pas. Et puis, on est toujours sur la table, bien sûr, ce problème de financement de la recherche, du CEA, mais je pense aussi à nos collègues du CNRS. Voilà, c'est tout un système qu'il faut réformer et on attend énormément, on va dire, de candidats comme Fabien là, qui mettent ces sujets en avant, qui sont venus échanger avec nous à plusieurs reprises. Voilà, et j'espère qu'on va collectivement tous porter ce renouveau dont on a suivi attendant. La deuxième commission, c'est la santé, donc le lien industrie-santé régulier. Et la troisième, on en a parlé un peu ce matin, que la technologie Tamas, j'ai la sécurité, donc je ne reviendrai pas sur la sécurité, parce que la sécurité vue par Vauquier, c'est quand même assez compliqué. Sur l'économie, comme disait Cécile, on bataille régulièrement. Là, on bataille fortement sur le dossier de Ferropem, où on a porté, j'ai porté au nom du groupe, la filière, parce que vous savez que le silicium, Ferropem, il fait du silicium. Et le silicium, il y en a partout, dans tout, y compris chez Photowatt, puisque là, nous, on a les panneaux solaires à Bourgoin, etc. Donc, mais on voit bien que quand on porte, aujourd'hui, il y a quand même un vrai débat, y compris dans des gens en opposition avec nous. Cette question, elle pose question à tout le monde. Alors, vous avez toujours les gens qui disent non, mais posez une industrie.
l'industrie, mais quand même, on sent bien que ça travaille ces 2 années-là, ça a vraiment reposé la question de notre indépendance. Et moi je pense, et comme je partage ce que disait camarade, c'est que aussi le travail. Ça pose la question du sens du travail. On n'a jamais été aussi fort en ce moment que sur le sens du travail. Et je pense qu'il y a un truc qu'on ne parle pas, enfin, Cécile en a parlé, c'est quand même la paye, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Dernière commission sur la sécurité, je prends la parole, je dis la sécurité, c'est pas le problème principal des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Le président me dit non, mais nous, la sécurité, c'est la sécurité. Je dis la sécurité, c'est pas le premier problème des Français. Le premier problème des Français, c'est de remplir le frigo. Le deuxième, c'est le boulot, et le troisième, c'est la sécurité. Et la sécurité vient encore après. Vous voyez l'échange qu'on peut avoir. On a besoin vraiment de débattre parce que je pense qu'il n'y a pas de limite. Il y a des gens qu'on peut croire éloignés à nous. Alors, je ne parle pas, vous m'avez bien compris, quand je dis éloignés à nous, je ne parle pas à l'extrême droite, voilà. Mais il y a quand même des compositions, des composantes, y compris peut-être dans la majorité régionale, qui posent des vraies questions. On a eu le plan de relocalisation, là, qui a été validé avant Noël. Il y a quand même des choses intéressantes. On s'est battu, y compris nous, en portant les amendements qui ont été pris en compte, sur des sujets bien précis. Je veux dire, la porte n'est pas fermée, et par exemple, on porte le dossier Ferropem, mais là, j'ai vu Franck il n'y a pas longtemps, je sais qu'il a écrit à la région, on va appuyer la demande, etc. Il faut savoir que la région, c'est quand même le premier acteur économique. Aujourd'hui, il a sa compétence, c'est l'économie. Pas tout seul, mais c'est l'économie. Et pour répondre aux copains derrière, les besoins. Non, mais nous, quand on parle des besoins, on ne parle pas des besoins du capital. Hein. Non, mais, ou alors, je me suis trompé de parti, mais ça fait longtemps que j'y suis, donc je pense que peut-être au début, j'ai pu me tromper, mais là, ça va faire longtemps que j'y suis. On ne parle pas de ça, nous, on parle des besoins des citoyens, des salariés, et je pense à un terme qu'on oublie aussi, des territoires. Parce qu'aujourd'hui, on a des enjeux de territoire. Parce que si on crée la filière que Franck défend, si on arrive à créer la fameuse filière avec le silicium, etc., c'est l'indépendance qui va du pays, mais c'est aussi un enjeu des territoires. Mais moi, d'ailleurs, dans le plan de relocalisation, première question que j'ai posée, on m'a dit, il y a un plan de relocalisation. J'ai dit, oui, mais on se bat sur quoi? Pour faire concurrence entre territoires, ou on se bat pour avoir un vrai plan de relocalisation où pour tout le monde soit gagnant, y compris l'Auvergnat, y compris le Rhône-Alpin, y compris le Breton, y compris le Pays du Nord, toi. C'est ça qu'il faut qu'on mène. Je pense que c'est ça. Et Fabien, dans son débat, c'est ça qu'il mène. Il mène aujourd'hui sur l'industrie, sur ça. Moi, je ne vais pas redire le programme, hein, si vous voulez le lire, il est là. Voilà, mais je pense que c'est nouveau, ces questions-là. Question territoire, industrie, développement des territoires, y compris, moi je pense que c'est important, le rapport aux collectivités territoriales, pour avoir, avec Pierre, avoir vu un maire à Saint-Paul-de-Vars, etc. Ce rapport avec les collectivités territoriales, aujourd'hui, on a besoin de travailler avec les collectivités territoriales dans tout le sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas demander à tout le monde à payer, mais je pense qu'il faut qu'on travaille ce sujet-là en lien avec les élus locaux. Je dis les élus locaux, aussi bien départementaux que régionaux que communaux, parce qu'on a besoin, moi j'y reviens sur ces enjeux du territoire, il est fondamental. Parce que sinon le capital comme il fait aujourd'hui, il va nous faire du dumping par territoire, on va se battre l'un contre l'autre, et à la sortie, le seul qui est gagnant, c'est le capital. Et pour ne pas être plus long, il y a un sujet aussi qui a été évoqué, on en a parlé un peu ce matin, c'est les droits nouveaux pour les salariés. Les droits nouveaux pour les salariés, c'est incontournable si on veut changer la donne. Je pense que d'avoir des droits nouveaux, par exemple, droit de veto pour les salariés, droit de, etc., y compris sur la stratégie de l'entreprise. Pas que savoir si on peint les murs en bleu, ou si on part en vacances en Andalousie, ou si on part à, je sais pas moi, à Gênes. Non, non, pas ça. Sur la stratégie économique de l'entreprise, je pense que les salariés, donc leurs organisations, il faut qu'ils aient des droits nouveaux, pour pouvoir intervenir, y compris, je pense, une réflexion sur les droits nouveaux en territoire pour les organisations. Se poser la question, mais comment faire, comment y arriver pour réindustrialiser, entre autres dans le médical. Mais il y a eu une époque où l'État, quand l'État était stratège, moi j'ai connu une radiologie française, c'était la Compagnie Générale de Radiologie, et qui produit des scanners
des IRM s'était développé sur Grenoble, au Letty et à Buc concernant l'IRM. Et évidemment, tout ça, ça a été racheté par General Electric, qui encore, déjà, plutôt, qui ont mis tout ce que les Français avaient fabriqué à la poubelle. Du scanner à la poubelle, un tas de matériel, donc c'était réduit à zéro. Et ce manque de perte, perte de connaissances, mais c'est valable aussi bien dans le domaine nucléaire, ça met la France en difficulté. Voilà, il faut tout refaire, tout reconstruire. Moi, je voulais remercier l'organisation de cette soirée parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez. Il faudra en refaire d'autres parce que c'est quand même pas facile pour nous. Enfin, moi, je suis conseillère départementale, mais pour les citoyens, d'entendre ce qu'ont à dire les représentants syndicaux des grosses boîtes de notre secteur, avec l'éclairage d'élus qui connaissent bien les choses. Et je me suis régalée pendant cette soirée, je vous le dis franchement. J'aimerais merci à l'organisation parce qu'on a besoin de ça. Tout ce que vous avez dit, instinctivement on le ressent, tout ce que vous avez expliqué, mais on ne sait pas toujours l'expliquer. On n'a pas des éléments concrets à donner, des exemples concrets à donner. Là, ce soir, moi j'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais qu'on puisse inviter d'autres représentants syndicaux comme ça, les faire rencontrer des militants, parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Et l'autre jour, j'ai entendu une émission sur... j'ai entendu une émission à la radio par hasard sur un numéro du Monde diplomatique qui s'intitulait « Pourquoi la gauche perd ?» Et il a été très... J'ai pas entendu longtemps, j'étais une demi-heure dans ma voiture. Il a été très bien expliqué que si la gauche perd aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'interaction entre les militants et entre les représentants syndicaux. Et qu'on a perdu dans les 50 dernières années, on le sait tous, on a beaucoup perdu sur ce plan-là. On peut prendre l'exemple de la sécurité sociale, c'est même plus de 50 années. Voilà, on a perdu cette interaction, on a perdu cette force qu'on représentait. Et je pense qu'il faudrait qu'on refasse ce type de travail tous ensemble. Merci en tout cas pour ce. Je voulais revenir sur General Electric. On peut quand même dire merci à monsieur le sinistre ministre, monsieur Macron, qui a foutu le bordel dans cette entreprise, qu'on a vendue et on a bradé, et maintenant on va la racheter 5 ou 6 fois plus cher. Et quant à la gauche actuelle, le seul parti de gauche qui existe, c'est quand même le Parti communiste qui est resté droit dans ses bottes. Et c'est pas les donneurs de leçons des Verts et la parole unique du Parti socialiste qui va nous empêcher de continuer notre chemin. Voilà, je vous remercie. Ce que vient de dire vos collègues. Donc, industrialisation, ça veut dire aussi, j'anticipe sur votre réunion de demain soir, ça veut dire aussi énergie. Hein, on vient d'évoquer la gabegie de General Electric. Il y a une autre gabegie, moi je propose qu'il faut qu'on s'en empare, c'est la fermeture de Fessenheim. Je pense qu'on devrait, en relation avec les travailleurs de l'énergie, en relation avec les collectivités locales aussi, arrêter le démantèlement de Fessenheim, parce qu'on a besoin de nouvelles tranches nucléaires, de façon à pouvoir remettre en service cette centrale le plus tôt possible, ce qui, accessoirement, évitera des importations de gaz naturel de Russie et de gaz caca des États-Unis. L'intervention de Françoise qui m'a fait réagir sur d'abord remercier effectivement pour cette soirée parce que les échanges, je trouve, ont été très riches. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce qui a été dit, c'est que du coup, on a parlé de télémédecine en quelque part et on a bien ressenti l'inquiétude que cela peut avoir, cette télémédecine, par rapport à l'organisation de notre système de santé. Et je fais partie de celles et ceux qui, lorsque j'étais encore au Sénat, ont été plutôt sceptiques dans un premier temps sur la télémédecine parce que justement ça risquait de se substituer à notre système de santé tel que nous communistes, on le veut et on le voit pour répondre aux besoins des populations et aux besoins de notre hôpital public et du système de soins. Mais il me semble que ça doit nous amener à la réflexion parce que cette télémédecine a du coup un intérêt pour les territoires éloignés et en attendant
que le système de santé tel que nous on le veut et tel qu'on veut le proposer puisse voir le jour. Si un jour on y arrive, la télémédecine pourrait quand même répondre aux besoins des populations qui sont éloignées des centres-villes ou en tout cas des gros hôpitaux, dans les territoires ruraux, notamment dans les territoires de montagne. Et je pense que l'échange de ce soir doit nous aider à réfléchir et à prolonger cette idée que c'est pas si mal que ça finalement la télémédecine. Et ça peut avoir du sens et c'est, je trouve, complémentaire dans l'ensemble du projet qui nous a été présenté par Franck tout à l'heure. Donc voilà, je trouve que voilà, ces échanges ont le mérite de nous faire réfléchir. On n'est pas forcément... on a nos idées, évidemment, on a notre point de vue, on défend les valeurs que nous portons, nous, communistes, mais ces échanges nous permettent parfois d'élargir notre réflexion et je trouve que c'est de ce point de vue toujours très intéressant. Donc merci aux différents témoignages de la soirée. Je vais réagir sur la télémédecine. Et personne n'a nie les bénéfices qu'il peut avoir. Après, il faut faire attention. C'est un outil qui peut être très bien utilisé s'il est utilisé pour les personnes correctes. Et attention, parce qu'on demande de plus en plus aux personnes qui n'ont aucune connaissance au niveau des systèmes de santé de faire des diagnostics en fait à distance ou même au téléphone. Et les patients doivent décrire ces symptômes alors qu'ils ne les connaissent pas. Ils peuvent avoir des sensations, mais les professionnels à distance, sans voir, sans toucher, ne peuvent pas faire un diagnostic complet. Donc c'est là l'importance de la télémédecine. Ça peut être très utile, mais il faut faire attention que les moyens temporaires qu'on met en place ne deviennent pas permanents et que ces espaces de territoires qui sont vides du système de santé parce que les professionnels ne veulent pas ou ne peuvent pas s'installer dans ces endroits-là, ça continue comme ça en fait, en disant que la télémédecine va remplacer ces professionnels sur place. Et de plus en plus, on les voit là, les SAMU, quand on appelle les 15, on vous dit si c'est urgent, tapez 1, si c'est pas urgent, restez en attente. Qu'est-ce que la personne sait si c'est urgent ou pas? Il peut avoir une petite douleur, tout simplement au niveau des bras, nausée, un peu mal-être, bah oui, bah, c'est un infarctus. Bah oui, bah non, en fait, la personne ne peut pas faire ce diagnostic-là. Donc il faut faire vraiment... souvent on s'est dit, et c'est pas un tort, qu'on fait une mauvaise utilisation des urgences des hôpitaux, qu'on va pour tout et n'importe quoi, et je l'avoue, des fois c'est vrai. On a des personnes enrhumées qui vont aux urgences, bien sûr, mais c'est à défaut, la cause c'est qu'il n'y a pas assez de médecins libéraux qui peuvent accueillir ces patients-là des petits problèmes qui ne méritent pas d'aller à leurs urgences. Mais ce n'est pas aux patients de décider si c'est urgent ou pas. C'est un professionnel de santé qui a été formé pour ça pendant des années, mal payé, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Mais c'est à cette personne-là, une infirmière, un médecin, même un pharmacien, dans certains cas, peuvent être très, très à l'écoute et surtout savoir vers qui l'orienter. Mais attention avec la télémédecine. Vraiment que ça soit bien utilisé. Avant d'aller sur le débat de la télémédecine et de l'élargir un petit peu, je voulais juste rebondir un peu sur la Compagnie Générale de Radiologie, qui est effectivement une partie de Thomson CSF, et en fait les deux usines qui restent à Moiran sont le résidu de la Compagnie Générale de Radiologie. Il faut savoir qu'elle a été effectivement vendue dans les années 80-90 à General Electric, et en fait elle a été plus que vendue, elle a été échangée contre des usines de télé à tubes, des télés cathodiques. Donc c'était une grande vision stratégique du patron de l'époque. Donc ça c'était juste pour illustrer la qualité de nos dirigeants et le fait que peut-être ce serait intéressant d'écouter les salariés quand même, puisqu'à l'époque il y avait eu des grèves CGT contre ça. J'étais pas né, on me l'a dit. Personne n'avait relevé. Sur la télémédecine, en fait, il y a deux visions qui s'affrontent aujourd'hui dans le système de santé. C'est la technologie
va remplacer l'homme, comme un peu dans l'industrie, on va dire, on veut des usines sans hommes parce que c'est pas cher et qu'un robot se fait pas grève et que ça se plaint pas et que ça travaille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, l'hôpital, il le financiarise, il l'industrialise et ils mettent en place les méthodes qu'ils ont mis dans les industries dans les années 80-90. Et donc, ils mettent la technologie, c'est ce que je disais tout à l'heure, la technologie n'est pas neutre, ils mettent la technologie nécessaire pour remplacer l'homme par la technologie. Ce qui fait qu'on a des soignants qui sont technophobes. La plupart du temps. Et alors qu'en fait, nous, on propose une autre approche qui est de dire la technologie, elle doit être au service de l'homme. La technologie, elle ne doit pas remplacer l'examen clinique, elle doit libérer du temps des tâches annexes pour que justement le soignant, il ait tout son temps pour les examens cliniques, que l'aide-soignant, il ait tout son temps pour faire les toilettes, pour s'en occuper, que l'infirmière, elle ait le temps de discuter avec le patient, que le médecin, l'examen clinique, c'est effectivement une interaction entre deux hommes, enfin, deux femmes, mais deux hommes avec une roche. Et effectivement, la télémédecine, il faut la voir aussi, il faut la concevoir dans ce sens-là. Je prends un exemple, il y a aujourd'hui déjà des machines qui existent où dans les EHPAD, on va brancher la personne et ça va donner la tension, ça va donner les constantes médicales, je ne suis pas médecin, les constantes médicales de base et qui vont être envoyées de l'autre côté à un médecin à 100 km. Mais ces constantes-là, c'est pas ça qui va faire le diagnostic ou l'examen clinique, comme ça a été dit. Ce qui va faire l'examen clinique, c'est la personne qui est à côté qui va dire « Ok, la tension elle est peut-être un peu forte, mais je connais bien cette personne parce que je la pratique tous les jours, donc la soignante qui l'a... Et en fait, elle a une tension forte ou un rythme cardiaque fort parce qu'en fait, ça la stresse. Je la connais, c'est une stressée et elle va être stressée à chaque fois que je vais l'ausculter. Donc il ne faut pas y faire attention. Donc se pose effectivement la question, au-delà de la télémédecine, va se poser la question de la formation. Quelle formation et quel nouveau métier on va associer à cette technologie? C'est-à-dire que quand on construit l'organisation du système de soins, si on dit qu'il y en a des déserts médicaux et qu'on va faire intervenir la télémédecine, et donc va falloir faire monter en compétences potentiellement l'aide-soignante ou la personne qui va pratiquer l'examen clinique et qui va pouvoir donner les éléments suffisants et éclairants au professionnel de santé qui est lui parfaitement formé mais qui est peut-être à 100 km pour qu'il puisse faire vraiment son diagnostic. Que parfois à gauche, on a effectivement toujours un petit peu cette angoisse de certains romans de science-fiction à l'époque venus de l'Ouest pour déstabiliser les forces progressistes, qui nous fait peur finalement des robots, des machines et de la technologie et de la science qui viendraient détruire l'humanité. Je le dis un peu de façon caricaturale, mais parce que je crois qu'on en est pas loin, et je pense que dans l'échange qu'on vient d'avoir sur la télémédecine, preuve en est d'ailleurs de l'intérêt de ce genre de discussion, parce que vous voyez, on sort tous des postures de principe ou des a priori, et effectivement, on repose la question des usages. Moi, je prends souvent exemple, on a quasiment tous chez nous quelque chose de formidable et de très utile, et heureusement qu'on l'a quand on veut planter un clou, c'est un marteau. Mais par contre, ça peut être dévastateur, ça permet de tuer quelqu'un. Et pour autant, personne ne nie, non, mais on ne devrait pas avoir de marteau, c'est n'importe quoi, ça générerait. Donc, la question des usages, de la définition des usages et du contrôle de cela. Parce que, bien évidemment, et je rejoins sur le débat qu'on vient d'avoir sur la télémédecine, ça peut être quelque chose, je pense, de formidable. Et je pourrais vous citer plein d'expériences du temps que j'ai compris les financements européens sur le Massif central. Il y a de très beaux projets, effectivement, qui vont dans ce sens-là. Je pourrais vous citer de très très mauvais exemples et de très très mauvais projets qui, au nom de la télémédecine, ont permis effectivement de plus poser la question du renouvellement, de l'implantation de soignants, etc. dans des territoires. Et donc, c'est vraiment, je crois, ce que l'on en fait. Et aussi, de se dire, parce que même avec cet enthousiasme,
et dans ce que du coup l'industrie, la technologie peut nous permettre, est-ce qu'au nom de ça, on laisse tout faire? Est-ce que demain, au nom du fait qu'effectivement ça facilite, ça peut faire gagner du temps, ça peut être y compris bon pour le climat parce que ça va limiter les déplacements, etc., on veut tout déshumaniser dans nos relations humaines? Voilà, parce que des fois, on va pas se mentir, c'est agréable de régler par téléphone ou par internet un certain nombre de choses. Alors en plus, le jour où il pleut, le jour où il neige et vous n'avez pas besoin de sortir, et que de toute façon, quand vous êtes sorti, vous avez été sur le lieu, et qu'on vous a dit qu'il manquait une pièce et qu'il faut revenir le lendemain, et qu'en fait vous vous dites que si vous aviez fait ça chez vous, tranquillement, ça marchait. Mais en fait, à force de tout faire, oui, effectivement, comment est-ce qu'on maintient des relations humaines, des services publics demain dans tous nos territoires? Comment on peut aller même plus loin? Est-ce que, voilà, au nom de la science, on peut tout? Au nom de la recherche, on parlait tout à l'heure du CEA, est-ce qu'au nom de la recherche, on peut tout faire? On peut tout faire dès lors qu'on est dans le contrôle de ceux qui le font, de ceux qui l'utilisent, et donc dès lors qu'on est dans un contrôle citoyen, et qu'on définit collectivement jusqu'où on va, jusqu'où on est dans le ressort de la recherche, de l'application, et jusqu'où on dit collectivement, et ben là, stop. Et ça, on le fait, ça existe dans un domaine très particulier. Annie doit voir où je vais en arriver. Régulièrement, on a des lois éthiques. Et là, on dit stop. Aujourd'hui, on peut cloner des animaux. Aujourd'hui, on peut transférer un fœtus de telle bête dans une autre pour etc., etc. Et à un moment donné, les parlementaires, après un débat citoyen, alors qu'il faudrait amplifier, etc., ils disent non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Souvenez-vous le scandale des vaches à hublot à qui on faisait des trous dans l'estomac, etc. Bon, encore une histoire folle dingue. Moi, je comprends pas tout, mais scientifiquement, c'est possible. Peut-être que pour une recherche fondamentale, ça peut être utile, mais on ne peut pas le généraliser, parce qu'à un moment donné, on dit stop. Et en fait, ça, on le fait dans l'éthique, et on le fait nulle part ailleurs. Et en plus, on a détruit des outils qui permettraient de le faire. On en parlait également ce matin, mais moi, si vous voulez, il y a quelque chose qui me fait bien marrer, parce que j'ai travaillé sur les questions du télétravail post-Covid et du télétravail dans les décennies à venir. Mais les mêmes qui expliquent, et sur ça je vais les rejoindre, que le télétravail, il touche tellement de choses sensibles dans l'organisation de l'entreprise, dans le rapport humain à la technologie, à son logement, etc., qu'il faut qu'il puisse être négocié au plus près, et donc dans les entreprises. Et bien les mêmes, c'est ceux qui ont détruit les CHSCT. C'est dommage parce que si on les avait conservés, on aurait des outils formidables, démocratiques, transparents, qui associent les salariés, l'entreprise, qui posent des questions, y compris en matière de santé, c'est-à-dire que oui, en matière de posture, en matière de santé mentale, est-ce qu'on fait, oui, toi tu veux faire 3 jours de télétravail, mais en même temps, à un moment donné, est-ce que d'être toujours enfermé chez toi, entre ton lit, ton frigo et ton canapé, c'est bien pour la santé du salarié? Peut-être pas. Mais par contre, effectivement, si tu veux faire 3 jours, c'est qu'en vrai, il y a un souci. C'est que quand tu viens dans ton bureau, le grand open space qu'on a développé depuis des années, en même temps, il est très oppressant. Bon, bref, je ne vais pas vous faire le détail, tout le monde le connaît, excusez-moi, je m'enflamme un peu, il y a des sujets que des fois qu'on me préside. Et donc, voilà, on en revient encore une fois à ce que nous évoquions, c'est-à-dire c'est quelle politique publique, quel soutien, et comment est-ce que les citoyens, sur les enjeux, on le disait, mais moi je pense qu'en matière de santé, la politique de santé, c'est pas simplement de décider combien il y aura de lits demain à l'hôpital, c'est pas simplement de décider combien on va former de médecins demain, les politiques de santé, et ça se fait, je pense, de façon très forte, et Ralik l'avait dit quand il était ministre après la victoire de 80, les politiques de santé, c'est tout ce qui se fait en amont, et les politiques de santé, elles doivent être territorialisées, non pas pour casser le service public de la santé, mais parce que sur un territoire, on doit travailler avec tous les acteurs, parce que la première des politiques de santé, c'est celle de la prévention. Parce que la première des politiques de santé, c'est d'étudier un territoire dans sa sociologie, dans sa morphologie, dans son histoire, dans sa géographie,
pour voir ce que l'on peut mettre en place. Et donc on a besoin de ces projets territoriaux de santé, qui sont des outils de démocratie formidables, et qui font pointer quoi? Qui font ensuite pointer les besoins que l'on a en termes d'une médecine hospitalière, d'une médecine libérale, d'une médecine curative, des prises en charge particulières, et où là le service public y répond présent. Mais si c'est un service public qui, pareil, décide à Lyon, à travers un schéma régional de santé, que l'objectif de toute façon c'est qu'on reste le moins longtemps à l'hôpital et qu'il faut rentrer chez soi le plus vite possible, et qu'en vrai les gens ils disent bah, de toute façon vu l'état de l'hôpital je préfère quand même rentrer chez moi, même si d'ailleurs c'est moins bon pour ma santé, mais en vrai bah voilà, parce qu'ils sont tous débordés, bah oui, inévitablement on ne construit pas des politiques de santé avec un contrôle citoyen et des professionnels de santé qui répondent à une santé pour toutes et pour tous, dans tous les territoires, et dans laquelle, du coup, on peut bien évidemment poser les enjeux de la télémédecine. Et j'ai envie de vous dire, on est en train de discuter de la télémédecine ce soir, mais dans 10 ans, c'est un non-débat. Et on sera déjà sur d'autres choses. Et peut-être que ce qui nous manque, et je finirai là parce que j'ai déjà été trop longue, c'est avoir confiance dans dans l'avenir, de vouloir l'anticiper. La société française, elle est en pleine mutation. Donc ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera pas demain. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut tout liquider. Dire qu'une société, elle bouge, ne nous empêche pas d'avoir des convictions, d'avoir des projets de société et des perspectives dans lesquelles nous voulons inscrire. Et je crois, et il me semble, et c'est aussi ça qui fait résonance aujourd'hui, c'est que dans ce que porte Fabien Roussel d'une république, oui, d'une république sociale, d'une république laïque, d'une république qui redonne sa place à chacune et à chacun pour mieux vivre ensemble. Et vous voyez, c'est pas que des mots. Donner sa place à chacune et à chacun pour mieux vivre ensemble. Et bien là, on fait un résumé, peut-être de ce que la gauche, à un moment donné, a regardé et sur lequel elle n'est plus assez intervenue. Et parce que effectivement, on a détruit aussi tous ces espaces-là et qu'il nous appartient de nous réapproprier. Pour moi, pour les 40 derniers jours, ce que j'ai envie de vous dire à chacune et à chacun, et je sais que les militants communistes, ils feront tout jusqu'au dernier moment. D'abord, vous savez, les communistes, on a un défaut, c'est qu'on doit certainement être le meilleur parti de France pour coller le plus d'affiches et distribuer le plus de tracts, c'est très bien. Mais sachons, y compris dans ces périodes où depuis 1 an et demi c'est difficile parfois de militer, sachons discuter, aller à la rencontre du plus grand nombre. On peut tous distribuer des milliers de tracts, il faut le faire. Voilà. Mais on se doit aussi de discuter pas pour dire ce que nous on a à dire, de discuter pour entendre ce que vivent aujourd'hui les Françaises et les Français, pour échanger avec eux, pour faire ce que l'on vient de faire ce soir, en disant mais moi je vois plutôt les choses comme ça, mais vous comme ça, mais est-ce que si on construit ensemble, mais est-ce qu'on avance, mais nous on porte ça, qu'est-ce que vous en pensez, mettons le débat, faisons débattre ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui ne débattent plus parce qu'ils regardent en boucle des chaînes d'information en continu. Et ayons cette audace, ayons ce courage, soyons ces révolutionnaires d'aujourd'hui qui sortent des réseaux sociaux, de l'information, de la distribution traditionnelle pour recréer du débat. Et parce que quand on recrée du débat, on recrée de l'espoir, on redonne l'envie de ce bonheur qui doit, et donc nous souhaitons, pouvoir se transformer par l'utilisation du bulletin de vote de Fabien Roussel le 10 avril prochain. Voilà, je vous remercie. Merci à tous. Et avant de poursuivre l'échange par un temps fraternel au buffet, je vais passer la parole très rapidement au camarade trésorier parce que une campagne ça coûte cher et donc du coup il va vous dire comment ça se passe.